Alors, pensez bien à couper votre micro, votre caméra, mais je pense que sur Livestorm, il ne devrait pas y avoir de problème. Je me présenterai donc à la fin de ce webinaire. Donc, je suis quand même Julien Mouet-Chevalier, directeur artistique à Pilotine, et je vous en dirai un petit peu plus ensuite. L'objectif donc de ce webinaire est de réfléchir à comment est-ce qu'on peut penser et designer un site éco-responsable. Le premier objectif, c'est de connaître les enjeux éco-responsables liés au web et à la conception de sites web. Pourquoi est-ce que c'est important de créer des sites éco-responsables aujourd'hui? Le second objectif est de savoir amorcer une démarche respectueuse de l'environnement dans la conception de sites web. Donc, comment est-ce qu'on peut justement réfléchir à sa démarche de conception en tant qu'entreprise ou en tant qu'agence ou en tant que particulier? Quels sont les éléments auxquels on va devoir faire attention? Quels sont les leviers sur lesquels on va pouvoir jouer? Donc la séance va s'articuler autour de 4 grands axes. Le premier, ça va être une première partie de sensibilisation. Pourquoi faire un site éco-responsable aujourd'hui? Quels sont les chiffres et les statistiques qui montrent que c'est de plus en plus important? Quels sont les leviers ensuite que nous avons à disposition? C'est ce que nous allons étudier dans une seconde partie. Comment est-ce que, en tant que designer, en tant qu'agence, on peut jouer sur l'éco-responsabilité du site et on peut rendre le web moins consommateur d'énergie ou moins polluant? On abordera ensuite 5 bonnes pratiques de conception design. Donc 5 bonnes pratiques. J'en ai sélectionné 5. Il y en a beaucoup des bonnes pratiques. Il y en a même une personne qui en a listé 115 dans un livre dont je vous parlerai également plus tard. Il y a des bonnes pratiques techniques, des bonnes pratiques très spécifiques. Aujourd'hui, on va aborder des problématiques plutôt générales, sans rentrer trop dans les détails. Et on en parlera aussi par la suite. Et enfin, une dernière partie pour aller encore plus loin. Donc, on aura une ouverture sur tout ce qu'on s'est dit auparavant. Alors, pourquoi faire un site éco-responsable aujourd'hui? J'ai sélectionné pour vous quelques statistiques, quelques chiffres un peu chocs que j'ai récupérés sur diverses sources que vous aurez à la fin de la présentation. Donc, premièrement, les infrastructures du web, data center, réseau, infrastructure web mobile, tout ce qui correspond à la 4G, 5G bientôt. Ça représente aujourd'hui plus de 3% de la consommation électrique mondiale. Ce sont des chiffres qui ont été élaborés en 2015, là, pour la plupart de ceux que je vais vous sortir, puisque j'ai trouvé une étude assez complète, ce qui est assez énorme. Mais à ce rythme, en fait, vu qu'on est dans une phase de croissance, on estime que la consommation énergétique liée au web pourrait atteindre en 2030, donc dans 10 ans, l'équivalent de la consommation énergétique mondiale de 2008, tous secteurs confondus. Ce qui fait que même si la proportion du web reste quand même un petit peu légère dans toute la consommation énergétique mondiale, elle représente quand même une masse de consommation très très importante. D'ici 2025, le numérique aura autant d'impact carbone que celui de l'industrie automobile, par exemple. Donc, ce sont des chiffres qui montrent que le web, en effet, ça peut vraiment être polluant et c'est important de réfléchir à des solutions pour le rendre moins consommateur d'énergie. Les utilisateurs, nous consommons aussi beaucoup d'énergie rien qu'en utilisant simplement nos appareils comme nos téléphones, tablettes ou ordinateurs. Donc il y a une première partie d'énergie du web qui est consommée par tout ce qui est infrastructure, réseau data center, mais aussi par les utilisateurs et les usages en fait du web. C'est là que nous on va peut-être plus pouvoir intervenir en tant que designer, c'est au niveau des utilisateurs et de leurs usages. Euh, pour vous recontextualiser un petit peu ce que le web peut consommer en tant qu'énergie, il y a une étude d'Harvard qui montre que 2 requêtes dans Google, ça correspond à peu près à l'énergie nécessaire pour faire bouillir de l'eau dans une bouilloire. Quand on sait qu'il y a 200 millions de recherches qui sont effectuées par jour, quand on sait que ces chiffres-là ont été faits en 2015 et qu'aujourd'hui, 5 ans plus tard, ça a encore sûrement beaucoup évolué et beaucoup grandi, vous avez une petite idée de ce que peuvent représenter 200 millions de bouilloires à eau qui bougent chaque jour en continu. Euh, donc c'est qu'il y a une vraie dépense en électricité. En termes de CO2, un mail par exemple, c'est 4 grammes de CO2. Ça peut aller jusqu'à 50 grammes avec une pièce jointe importante. Et il y a également aussi 290 milliards de mails en 2015 qui étaient envoyés chaque jour. Donc ça représente aussi une masse très très importante de CO2 rejeté dans l'atmosphère. Mais tout n'est pas perdu d'avance. Nous pouvons quand même agir. Nous pouvons réduire la consommation. Il y a des leviers sur lesquels nous pouvons jouer. On n'est pas obligé de regarder cette courbe grandir sans rien faire. Il y a des travaux qui ont été menés par le Green Touch, qui est un consortium d'industriels et d'universitaires, en 2015 toujours, qui montre qu'il est possible de diminuer par un facteur de 1000 la consommation électrique d'Internet, tout en garantissant une qualité de service optimale et d'avoir un réseau qui soit tout aussi efficace.
même si on a une explosion du trafic. On pourrait avoir un réseau qui consomme 90% de moins qu'en 2010. Donc simplement en améliorant la manière dont nous on va concevoir les sites web, d'améliorer pas mal de choses aussi au niveau des infrastructures et des serveurs. Donc on a une énorme marge de manœuvre pour réduire notre consommation d'énergie sur le web en tant qu'utilisateur, en tant que concepteur. Et c'est important de s'y mettre maintenant. Donc, quel levier nous avons à notre disposition pour justement réduire cet impact? Alors, il faut savoir que dans la conception d'un site web, il y a plusieurs étapes. C'est un schéma en fait classique d'une entreprise qui va extraire des produits, les fabriquer, les transporter, les utiliser. C'est un schéma qui a été retravaillé par rapport à la conception de site web. On peut commencer par la phase de conception où en amont, on va réfléchir déjà à comment est-ce que le site va s'architecturer, le site ou l'application mobile, comment est-ce que notre projet web va fonctionner. Puis ensuite, on va passer à la phase d'extraction qui pourrait être en fait de utiliser le matériel dont on dispose, nous en tant qu'agence ou en tant que freelance. Donc, ça va être utiliser les outils qu'on a à notre disposition, nos ordinateurs, pour concevoir le site web. Il y a une phase ensuite de fabrication du site web où là, on va du coup le développer, le mettre en place. Cette partie-là de développement, c'est elle sur laquelle on va plus pouvoir jouer parce qu'on va pouvoir intégrer plein de bonnes pratiques pour rendre son site plus ergonomique et plus efficace dans la consommation d'énergie. Donc c'est dans cette phase-là qu'on va pouvoir nous jouer. Donc dans la conception du site. Ensuite, il y a l'hébergement qui là est représenté par le transport, mais c'est en gros comment est-ce qu'on va pouvoir apporter le site à nos utilisateurs, comment est-ce qu'on héberge ce site-là. Donc là, il y a aussi des éléments sur lesquels on va pouvoir jouer, notamment au niveau des serveurs. Ensuite, il y a la phase d'utilisation. Donc c'est quels usages vont être faits de notre site web. Donc là, c'est si on a fait une bonne conception du site en amont, en ayant des pages qui consomment moins d'énergie, les usages que vont faire les utilisateurs seront moins consommateurs d'énergie. On a ensuite soit la fin de vie du site web, donc il y a la possibilité de le supprimer une fois qu'il n'est plus utile, ou de le recycler, de reprendre le nom de domaine, d'en faire un nouveau, de réfléchir à une nouvelle phase de conception. Donc on a un peu le cycle de vie d'un site internet. Et nous, aujourd'hui, on va plutôt s'orienter sur la phase de conception en amont d'un site. Comment est-ce qu'on peut concevoir un site qui soit éco-responsable déjà en amont avant de le développer. Et on va aussi s'intéresser à la phase de conception plus pratique. Comment est-ce qu'on peut développer son site de manière éco-responsable. On abordera aussi rapidement la question de l'hébergement. Et voilà. Donc, les grands acteurs des émissions de CO2 du numérique sont les utilisateurs, le réseau et ses infrastructures, puis les centres de données ou data centers. Ce sont les grands consommateurs d'énergie et les grands pollueurs. Est-ce que vous pouvez prendre un instant, si ça vous intéresse, si ça vous plaît de jouer le jeu, d'essayer de savoir lesquels sont hiérarchiquement les plus consommateurs? Est-ce que ce sont les utilisateurs, les réseaux ou les centres de données? Vous pouvez prendre une seconde pour essayer de deviner ou de les ordonner par la liste du plus consommateur au moins consommateur. En fait, ce sont les utilisateurs qui sont vraiment les plus consommateurs d'énergie de par tous les appareils qu'ils utilisent et de par leur masse. Le réseau et ses infrastructures arrivent en second avec 28% des émissions de CO2 du web. Donc ils sont responsables. Donc le réseau et les infrastructures sont tout ce qui permet à l'énergie de circuler, aux flux, aux fibres optiques, aux câbles optiques. Et les centres de données, les data centers, ce sont ceux qui consomment le moins des trois avec 25%. Donc c'est un quart des émissions de CO2. Eux, ils ont possibilité de jouer avec leur système de refroidissement parce qu'ils consomment beaucoup d'eau. Ils ont pas mal ils peuvent aussi utiliser de l'énergie verte ou l'énergie renouvelable. Donc les data centers, il y a un bon point sur lesquels on peut jouer, enfin sur lesquels eux peuvent jouer. En tant que designer, on peut pas vraiment jouer là-dessus. On peut simplement choisir son hébergement. Le réseau, les infrastructures, là pour le coup, c'est quelque chose qui est vraiment hors de notre portée en termes d'action pour réduire justement les émissions de CO2. Là, ce sur quoi on va avoir le plus d'impact, ça va vraiment être sur les utilisateurs et leurs usages. Alors, quelques chiffres là encore pour vous permettre de remettre les choses en perspective. Sur une année, les 100 sites les plus visités consomment sur leur serveur, font consommer aux serveurs qui les hébergent 0,58 gigawattheures par an, ce qui équivaut à peu près à la consommation de 200 foyers français. Donc c'est les sites web, les 100 plus grands sites web français hébergés donc sur leur serveur consomment cette masse d'énergie là.
Les utilisateurs, par contre, qui vont sur ces sites, donc les millions de visiteurs français qui viennent régulièrement tous les jours sur ces sites-là, eux, avec leurs ordinateurs, avec leur connexion Internet, ils consomment l'équivalent de 3000 foyers par an, soit 8 gigawattheures par an. Donc ça vous montre qu'en fait, même s'il y a des gros sites qui sont polluants, qui consomment beaucoup d'énergie, ce qui va le plus consommer d'énergie, c'est pas d'héberger ces sites-là, c'est les usages que vont en faire les utilisateurs et le fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui viennent les voir. Donc c'est bien important à comprendre qu'il y a le point de vue des utilisateurs, donc les sites web qui sont la consommation d'énergie qui dépend des usages des utilisateurs et la consommation d'énergie qui dépend des usages du serveur qui héberge les sites. Pour les utilisateurs, en tout cas pour nous qui sommes acteurs et qui allons sur nos ordinateurs tous les jours, c'est difficile de réduire notre consommation dans notre navigation. Il y a des outils, des extensions, des choses qui peuvent nous permettre d'avoir une navigation plus responsable. Et c'est surtout aux webmasters, donc c'est un terme qui est un peu galvaudé, mais aux designers, aux agences qui conçoivent les sites web, de faire en sorte que leur site ou leur production deviennent plus écologiques. Donc c'est à nous, concepteurs, de faire attention à ça. La consommation d'un utilisateur, ça dépend majoritairement de l'appareil qu'il va utiliser, donc de son téléphone, de sa tablette, du navigateur qu'il va utiliser et du site qu'il va visiter. Alors, nous, on va avoir plusieurs axes d'action justement autour de ça, autour des appareils, du navigateur et du site. Il faut savoir déjà qu'un ordinateur, ça consomme 5 fois plus qu'un smartphone en termes d'énergie. Donc, privilégier le mobile, ça peut être une manière aussi de rendre ça plus éco-responsable. Et au niveau des navigateurs, Google Chrome est le navigateur qui consomme le plus, et c'est aussi celui qui est le plus utilisé par 37% des Français. Firefox, c'est le second consommateur et le second plus consommateur d'énergie et le second utilisé. Donc ça, c'est aussi pour des chiffres. Il y a aussi un autre chiffre que vous pouvez avoir en tête, c'est que le poids moyen des pages web a été multiplié par 6 entre 2008 et 2015 et continue de grandir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas vraiment sur une tendance à la baisse au niveau des pages. Cette prise de conscience de réduire la consommation d'énergie de sa page, ça n'a pas encore vraiment été appliqué. On a toujours des pages plus lourdes avec plus d'effets, plus de vidéos, plus de photos, des sites de plus en plus riches et techniques. Et ça aussi, c'est une donnée à prendre en compte pour se rendre compte qu'il faut inverser cette tendance-là. Donc, pour vous remettre donc ce schéma qu'on a vu au tout début, là où on va pouvoir agir, donc c'est dans la conception de ces sites-là pour faire en sorte que les sites en amont soient déjà pensés comme étant éco-responsables et dans la phase aussi de réalisation du site web, donc dans la phase de concrétisation de ce site sur Internet, on va du coup pouvoir jouer sur les usages des utilisateurs et faire en sorte que lorsque les utilisateurs vont utiliser le site, celui-ci consomme le moins d'énergie possible. Donc on va détailler maintenant 5 bonnes pratiques de conception qui vont partir de la plus large, la plus précise, pour vous aider justement à ces bonnes pratiques vont vous éclairer sur la manière de concevoir un site plus éco-responsable. Il y a deux phrases que j'aimerais vous partager, notamment le fait que augmenter l'éco-responsabilité d'un site web, c'est le rendre plus rapide, plus épuré et plus précis. De manière générale, c'est ce qu'on va voir. Donc, dans un sens, c'est aussi augmenter l'expérience de vos utilisateurs. Donc, on pourrait avoir ce schéma-là, c'est que plus votre site web va être éco-responsable, rapide, épuré et précis, plus l'expérience de vos utilisateurs va être agréable, plus les utilisateurs vont apprécier naviguer sur votre site web. Réduire aussi l'impact de son site sur son environnement, c'est donc le rendre aussi le plus minimaliste, enlever le nombre de fonctionnalités les plus inutiles, essayer d'être sur un modèle très simple. Donc dans un sens, pour vous, c'est aussi réduire, pour vous clients, c'est aussi réduire les coûts de production. Donc rendre son site éco-responsable, c'est jouer sur l'expérience utilisateur et sur les coûts de production, donc ça peut être vraiment tout bénéf pour vous. C'est bénéf pour l'environnement, pour vos utilisateurs et pour vous. La première bonne pratique, c'est d'éliminer les fonctionnalités non essentielles. C'est la phase la plus importante qui va vous permettre d'économiser le plus d'énergie, le plus d'argent aussi de votre côté, et d'avoir une ergonomie sur votre site web qui soit la plus simple et efficace possible. Parce que en fait, ça sert tout simplement à rien d'optimiser le code d'une fonctionnalité non essentielle, de la rendre la moins polluante possible, si tout bonnement et simplement elle n'est pas utilisée par vos utilisateurs.
Et à ce sujet, il y a des chiffres assez parlants, notamment le fait que 70% des fonctionnalités demandées par vos utilisateurs ne sont pas essentielles et 45% ne sont jamais utilisées. Ce sont des chiffres qui sont bien sûr à relativiser, qui ont été faits aux États-Unis et en Angleterre par 2 groupes sur des applications et des sites web. Lorsque vous avez bien sûr un site vitrine et que la seule fonctionnalité que vous avez, c'est celle d'un formulaire de contact, bien sûr que ces chiffres-là ne vous concernent pas, mais de manière générale, on est sur une utilisation des fonctionnalités qui est plutôt en deçà de ce qui est prévu pour les utilisateurs. Donc, le plus gros des optimisations, en fait, lors de la conception de votre site web va se passer en amont de la réalisation de votre site ou de votre application, lorsque vous allez réfléchir au cahier des charges, ce que vous allez mettre et implanter dans votre site web. Pour optimiser cela, c'est-à-dire que vous pouvez partir sur un modèle de site ou d'application très simple pour commencer. Pour optimiser ça, il faut aussi que vous partiez de votre base et puis que vous alliez sonder vos utilisateurs, que vous fassiez des prototypes, que vous les testiez, que vous les éprouviez, afin en fait d'éviter au maximum le développement de fonctionnalités inutiles et d'être au plus proche de ce dont les utilisateurs ont réellement besoin. Donc, essayez d'imaginer ce que pourraient être les solutions ou les fonctionnalités les plus minimalistes, tout seul dans votre tête ou avec une équipe de production. C'est important, mais c'est pas suffisant. Il faut vraiment que vous alliez au-delà de tout ça et que vous alliez tester et éprouver justement vos comment dire? J'ai perdu le mot. Éprouver vos suppositions pour euh, pour justement les mettre en perspective avec ce que vont vraiment penser vos utilisateurs. C'est ce qu'on appelle un processus de conception centré sur l'utilisateur ou user-centric. Ça fait écho à d'autres processus du web dont on pourra parler dans d'autres webinars. Mais d'abord, on va définir les objectifs et la recherche préparatoire qu'on va faire par rapport à des fonctionnalités ou par rapport à son site web. On va ensuite demander l'avis à des utilisateurs en leur posant des questions, recueillir leurs besoins, essayer de savoir quels sont les réels besoins des utilisateurs en les écoutant parler. Par rapport à ces données-là, on peut ensuite faire de l'idéation, conceptualiser des idées, faire des brainstorming et passer ensuite à une phase de conception où vous allez faire des maquettes, des wireframes, des mock-ups. Vous allez créer des prototypes qui vont pouvoir être fonctionnels. Et là, vous allez pouvoir, à partir de ces prototypes, les faire tester à vos utilisateurs afin d'évaluer leur pertinence. Donc, dans ce processus-là, en fait, centré sur l'utilisateur, que vous allez pouvoir retrouver dans plein de méthodes de conception UX sur l'expérience utilisateur. En fait, c'est un processus qui est aussi très éco-friendly, justement, qui vous force à ne pas développer de choses inutiles. Donc ça, c'est la première grande chose que vous devez avoir en tête lorsque vous devez concevoir un site éco-responsable, c'est faire en sorte que votre site soit le plus juste dans ses fonctionnalités possibles. Et donc réduire dans ce sens l'impact de votre site sur l'environnement, ce sera aussi réduire son coût de production en évitant le développement inutile. Donc c'est vraiment un investissement. Ce que vous allez investir dans des recherches UX en amont, ce sera un gain de temps et d'argent pour la suite. La deuxième grande bonne pratique, c'est de bien prendre les mensurations du projet. Une fois que vous avez défini quelles vont être les fonctionnalités, une fois que vous savez quel vont être le nombre de pages, quelle va être l'arborescence, l'architecture de votre site web, là, vous pouvez commencer à vous rendre compte de quels vont être vos réels besoins en termes de contenu sur le site. Donc, c'est après avoir bien défini le cadre du projet, il faut bien le spécifier pour éviter la surqualité, pour éviter de produire des images en Full HD très très grandes qui vont s'afficher en fait sur des pages où les images seront toutes petites. C'est vraiment là aussi pour éviter le développement inutile, le design inutile et la surcharge de contenu et d'informations sur votre site. Donc les exemples des éléments à prendre en compte lorsqu'on va spécifier justement son site, c'est la taille des images nécessaires sur le site. Ça, c'est une première chose très basique. Mais si vous avez des images qui vont s'afficher toujours de 800 pixels par 400 pixels, ça sert à rien d'en ajouter qui vont faire 1200 ou 3000 de largeur. Et il faut que, si vous savez exactement quelles vont être les dimensions de chaque image sur votre site web, vous pouvez être en mesure de les produire pile poil à leur taille pour éviter qu'elles soient trop grosses et qu'elles justement elles consomment elles consomment de l'énergie en chargeant inutilement. Vous pouvez aussi réduire le nombre d'éléments affichés par page pour éviter de vouloir trop en mettre. Vous pouvez aussi rendre votre interface un peu plus léger, un peu moins chargé, ce qui pourra aussi faire économiser pas mal d'énergie aux pages lorsqu'elles se chargeront. À titre d'exemple, en jouant sur le nombre d'items affichés sur leur page de résultats, le moteur de recherche Bing lorsque les utilisateurs recherchaient des recherches, Bing affichait peut-être 30 résultats d'un coup en premier. En réduisant justement ce nombre d'affichages-là, il a démontré qu'il était possible de réduire jusqu'à 80% l'infrastructure physique, donc le nombre de serveurs sous-jacentes à l'affichage en masse de tous ces contenus.
Donc c'est un gros exemple, mais ça montre que en jouant sur des petits détails comme afficher 5, 10 ou 15 ou 20 contenus d'affilée sur une page, euh, ça peut vraiment avoir un impact sur la consommation de cette page en termes d'énergie. Donc à l'échelle de Bing, c'est énorme puisqu'ils ont des millions de recherches par jour, mais à l'échelle de votre site internet, c'est aussi non négligeable. Le fait d'afficher moins d'éléments, ça peut aussi fluidifier le temps de chargement de votre site, donc le rendre plus pertinent, plus efficace, mieux référencé, plus lui donner une bonne expérience au niveau des utilisateurs. Donc c'est des éléments vraiment à prendre en compte qui sont super importants. Vous pouvez aussi limiter l'utilisation des contenus lourds sur votre site web. Donc, lorsqu'une fois que vous avez bien réfléchi à la manière dont il allait s'articuler, au nombre de fonctionnalités que vous allez mettre à l'intérieur, il y a une autre chose qui est une des plus importantes, c'est le type de contenu que vous allez ajouter sur votre site web. Il y a 3 grands types de contenus, les photos, les vidéos et les illustrations, qui peuvent prendre beaucoup de place et d'espace sur votre site. Et en essayant de les réduire, vous allez là aussi réduire leur impact sur le chargement de la page, fluidifier la navigation, fluidifier l'expérience. Donc pour les photos, l'idée c'est d'avoir des photos plus compressées, moins grandes et plus adaptées à vos besoins en fait et aux besoins des utilisateurs sur le site web. Pour les vidéos, l'idée c'est de limiter l'usage et de ne pas les héberger directement sur votre serveur. Vous pouvez héberger vos vidéos sur des serveurs comme Vimeo ou sur YouTube pour les ajouter sur votre site web, mais pas forcément héberger vos vidéos directement sur votre site. Pour les illustrations et les photos, il vaut mieux limiter l'usage des illustrations en 3D qui peuvent être très lourdes ou qui peuvent être générées directement par la carte graphique de votre ordinateur, notamment via des technologies comme le WebGL, qui sont des technologies qui permettent d'afficher des éléments en 3D directement sur le navigateur. C'est très joli, on peut faire des choses vraiment incroyables avec ça, mais ça consomme énormément d'énergie. Donc il vaut mieux limiter ces usages-là et préférer, lorsque vous avez une illustration, pardon, les formats plutôt vectoriels en SVG directement, plutôt que de les avoir en PNG ou en JPEG. Donc, ce sont des alternatives auxquelles vous pouvez faire attention déjà lorsque vous allez commencer à réfléchir à l'export de vos contenus ou à la création de vos contenus, où est-ce que vous allez pouvoir les héberger et comment est-ce que vous allez pouvoir les utiliser sur votre site. Il y a plusieurs outils qui peuvent vous aider, notamment pour les photos et les vidéos. Donc, pour compresser vos images, vous avez deux outils. ImageOptine, qui est un logiciel à télécharger, Compressor.io, qui est un logiciel que vous pouvez avoir directement en ligne. ImageOptine est très efficace, mais il faut le télécharger. Et Compressor.io, c'est directement en ligne. Vous êtes limité à 10 images, je crois, par jour. Mais ce sont des outils qui vous permettent de réduire vraiment considérablement la taille de vos images. Une image qui est très léger sur un site web, c'est une image qui va peser 100 KO. Si vous avez des images qui pèsent plus de 500 KO, qui vont jusqu'à 1 MO, là, ce sont des contenus qui sont beaucoup trop lourds pour une page. Idéalement, une page, lorsqu'elle doit se charger, il faudrait qu'elle fasse moins de 500 KO. Ce sont des chiffres que vous pouvez retenir lorsque vous allez conceptualiser vos pages. Pour compresser vos vidéos, vous avez Handbrake, un outil qui vous permet aussi de compresser des vidéos avant de les uploader directement sur votre serveur ou sur cette plateforme comme YouTube ou Vimeo. Une autre bonne pratique c'est le lazy loading. C'est une autre terminologie pour dire le chargement fainéant des pages. En fait, c'est de pas afficher ou de pas demander au navigateur d'afficher tous les contenus que vous avez, toutes les images d'un coup sur votre page. Il vaut mieux lui demander de les afficher au fur et à mesure lorsque l'utilisateur en a réellement besoin. En fait, on voit qu'on peut vraiment réduire de moitié les coûts engendrés grâce à cette technique-là. En fait, par défaut, si vous avez 4 photos sur votre site web, lorsque l'utilisateur arrive dessus, le navigateur va charger les 4 photos et va toutes les afficher, même si les photos sont pas encore dans votre viewport, dans votre champ de vision. Alors que le lazy loading force le navigateur à charger les images uniquement une fois qu'elles sont dans votre champ de vision. Et ça, c'est une méthode qui est hyper efficace justement pour réduire le temps de chargement de vos pages et aussi pour réduire leur consommation. Donc à chaque fois, le temps de chargement des pages, la fluidité de l'expérience utilisateur, c'est toujours une variable de l'éco-responsabilité de votre site. Plus votre site va être rapide, et donc ça veut dire qu'il sera moins lourd, donc moins consommateur d'énergie, et plus votre site sera rapide, plus l'expérience utilisateur sera améliorée. Essayez aussi de ne pas générer de 404. Ça, c'est un conseil qui peut vous aider pour éviter de rediriger les utilisateurs vers une page en gros supplémentaire. Donc là, on les en a un conseil très précis. J'en parle car un de nos développeurs à l'agence a créé un plugin qui s'appelle Simple Redirect
oula, j'ai oublié le nom, j'ai cliqué dessus pour être sûr. Auto-redirect to similar post. C'est Coran, le développeur de notre agence, qui justement a développé ce plugin-là qui vous permet de rediriger automatiquement vos pages sans passer par une 404 vers des posts similaires, vers des pages similaires. Donc ça, là encore, ça évite de surcharger justement la navigation avec des pages, des contenus et des contenus non importants. Alors, je vais vous montrer maintenant quelques exemples de sites qui sont réalisés en étant éco-responsables. Alors, on a le premier qui est Red Ink, qui est aussi un site. Donc, ces sites éco-responsables sont de manière générale toujours dans l'éco-responsabilité eux-mêmes. Donc là, on peut voir qu'il y a des images qui sont assez légères, des grosses typographies, il y a très peu de photos. Là, on est sur de la typographie à la place du logo. Il peut quand même y avoir quelques petites animations, des images assez légères. Mais donc là, on a l'exemple d'un site web qui est très peu consommateur d'énergie, qui a un temps de chargement très léger et qui consomme très peu de CO2 par page. Pourtant, il n'est pas forcément, il n'est pas moche ou il n'est pas trop minimaliste. Donc, on peut réussir à faire des sites quand même beaux en impliquant toutes ces contraintes d'éco-responsabilité. Alors, si je reviens sur ma présentation, hop. On a ensuite un site web on va tous ouvrir d'un coup. Le site d'Ecover, qui a été réalisé par une agence anglaise qui lui aussi est éco-responsable dans le temps de chargement, dans la consommation énergétique de ce site-là. On retrouve donc toutes les bonnes pratiques. Et pour autant, on a des grosses typographies, on a peu de contenu, mais on a quand même des animations, on a quand même des images, et le site respecte donc les règles que l'on a énoncées plus haut. Si on veut vraiment aller plutôt dans les extrêmes, il y a un site web qui s'appelle le Low-Tech Magazine, qui a une extension avec Solar.Low-Tech Magazine, puisque ce site web en fait est alimenté par l'énergie solaire. Donc ça, c'est si on veut vraiment aller encore plus loin dans la conception de site, on peut avoir des serveurs qui sont alimentés par des batteries solaires. C'est le cas pour le Solar Low-Tech Magazine. Ils ont pas mal d'indicateurs sur leur page d'accueil, notamment le niveau de batterie, là qui est à 70%, donc la batterie solaire est à 70%. Ce qui fait que si la batterie tombe à 0, le site arrête de fonctionner. On a également des informations concernant le poids de la page, donc la page fait 412 KO, ce qui est un poids tout à fait raisonnable pour une page, qui comporte là aussi pas mal de photos, de textes. On est quand même sur des pages très légères. Donc ils ont vraiment une approche hyper poussée de l'éco-responsabilité et de la consommation d'énergie, où là, le site ne consomme presque rien. Il est alimenté par des batteries solaires, donc on parle d'énergie là, renouvelable. Donc leur serveur fonctionne comme ça. Donc c'est ce qu'ils expliquent ici. C'est un site à l'énergie solaire, ce qui fait que quand il n'y a plus d'énergie, il va en ligne. Ils ont fait des études justement pour savoir à peu près combien de temps le site pouvait rester en ligne s'il n'y a plus de soleil. Donc le site peut rester en ligne 2 à 3 jours si justement il fait pas beau. Et ça, il est en ligne environ 90% du temps. Ce qui fait que même l'énergie solaire, en fait, n'impacte quand même peu l'affichage de ce site web-là. Après, si vous habitez dans des pays comme la Norvège où il y a très peu de soleil, c'est un peu moins possible. Ils sont dans le sud de l'Espagne, donc c'est peut-être plus facile pour eux. Mais voilà, les sites qui fonctionnent à l'énergie solaire sont aussi des alternatives qui fonctionnent. Alors pour terminer, j'aimerais ouvrir un petit peu sur d'autres perspectives avec vous pour aller un peu plus loin dans l'éco-responsabilité des sites web. Notamment, Julien, le capitaine de Piloteam, a fait un webinaire plus complet sur les vraies stratégies et bonnes pratiques à mettre en place plus pratiquement sur les dimensions des images, le choix d'un serveur plutôt vert. Donc, je vais pas forcément m'étendre plus là-dessus. Vous avez simplement à cliquer sur le lien et retrouver donc des bonnes pratiques si vous voulez rentrer plus dans le détail de la conception. Vous avez également un bouquin qui a été écrit par Frédéric Bordage, qui a été une des personnes qui a initié pas mal de recherches, notamment avec le Green IT, donc
qui ont mené des études dont je vous ai sorti les chiffres un petit peu plus haut. Donc ce bouquin-là recense 115 bonnes pratiques de conception qui vont des plus larges dont je vous ai parlé au tout début, comme de bien réfléchir en amont au nombre de fonctionnalités qu'on va injecter dans son site web, aux plus précises comme le nombre de lignes CSS qu'il faut avoir idéalement dans son code pour que le site se charge plus rapidement. Donc si ça vous intéresse, je vous inviterai vraiment à aller regarder ce site-là. Il y a un extrait PDF sur que vous pouvez me demander le lien. Il y a d'autres personnes aussi qui sont très mobilisées et actives, comme Gauthier Roussil, qui prône une approche environnement-centrique plutôt qu'une approche user-centrique de la conception web. Donc c'est un des vrais penseurs français donc de l'éco-responsabilisation de la production numérique. Il a vraiment une approche qui va être centrée autour de l'environnement. Donc, c'est de prendre en compte, lorsqu'on crée un site web ou un projet web, de prendre en compte son environnement. Donc, si on est dans un milieu très ensoleillé, ben, on n'a qu'à se servir d'énergie solaire. Si on est au bord de mer, on n'a qu'à se servir d'éoliennes pour alimenter justement les serveurs. Donc, il prend cette approche-là qui va être plus inclusive de l'environnement plutôt que d'avoir une approche trop user-centrique. Il dit que lui pense que l'approche user-centrique est importante, mais elle ne doit pas passer après celle de l'environnement. Donc, faire passer l'environnement avant l'homme. Il a notamment fait une conférence au Blend Web Mix à Lyon l'année dernière où il nous invite à repenser le numérique dans les limites planétaires, dans un système anthropique qui est assez intéressant. Vous pourrez cliquer sur le lien pour la voir. Je rappelle que vous pourrez avoir par mail, donc pour tous ceux qui se sont inscrits, la présentation au format Google Slide. Et Gauthier a aussi créé un site web qui est alimenté à l'énergie solaire, qu'on va pouvoir aller voir, qui comporte très peu de photos, qui sont très légères, avec très peu de texte. Et il expose aussi pas mal de réflexions, pas mal de sources autour de tout ça. Il explique aussi sa méthodologie. C'est une personne qui va être aussi un facilitateur, qui peut être qui peut aussi travailler pour certains projets pour réfléchir à les rendre le moins consommateurs d'énergie possible. Donc, si le sujet vous intéresse, si vous voulez aller plus loin dans cette conception éco-responsable, je vous invite vraiment à aller voir les travaux de Gauthier. Il y a d'autres d'autres chiffres que j'aimerais partager avec vous afin d'ouvrir un peu cette présentation, qui montrent qu'en fait, lorsqu'on visite un site web, 80% de l'énergie dépensée provient en fait de notre ordinateur et 20% du navigateur. Donc, nous, donc ça, c'est Frédéric Bordage, le cofondateur de l'Alliance Green IT et l'écrivain du livre des 115 bonnes pratiques qui le dit. En fait, il explique que le véritable levier, c'est donc d'augmenter au maximum la durée de vie de nos équipements électroniques. La responsabilité, elle incombe donc plutôt aux fabricants de matériel électronique et aux webmasters qui doivent concevoir des sites web épurés et éco-conçus de manière à ce qu'ils soient lisibles sur des équipements plus anciens. Donc, en fait, même si nous, on va mettre beaucoup d'énergie à produire des sites qui sont éco-responsables, qui soient très faibles en consommation d'énergie, on doit aussi prendre en compte peut-être, sûrement, la possibilité que ce site-là soit aussi accessible par des personnes qui ont un matériel moins performant, plus ancien, pour que justement ça ne pousse pas à une surconsommation d'équipements. Et il y a aussi toute une responsabilité qui incombe aux fabricants du coup des matériels électroniques qui sont un peu dans une course à la performance, aux nouveaux produits qui sortent tous les ans. Je pense notamment à des marques qui sortent justement des outils chaque année. Il y a aussi quelque chose à faire de ce côté-là au niveau du ralentissement de la surconsommation d'équipements. Donc notre impact en tant que designer de site, webmaster, agence web qui concevons des sites web est limité justement. Et il y a d'autres efforts qui doivent être faits par d'autres acteurs du marché. Nous, en tant qu'utilisateurs ensuite du web, donc en tant que personne, on peut limiter notre consommation, notamment en éteignant nos appareils reliés à Internet lorsqu'ils ne sont pas utilisés la nuit, en réduisant l'usage des clouds, donc en faisant charger le moins de données possible sur Internet et en nettoyant régulièrement nos boîtes mail. Il y a aussi énormément de bonnes pratiques qu'on peut adopter en tant qu'utilisateur pour rendre sa navigation et son usage du web plus responsable. Et ça donnera lieu à un autre webinaire ou une autre présentation qu'on vous partagera, où on recensera avec des marins à l'agence l'ensemble des outils que vous pouvez utiliser pour rendre votre utilisation du web plus éco-responsable. Julien, dans son webinaire, parle également d'outils qu'on peut utiliser. Donc nous, en tant qu'agence, après avoir pris conscience de tout ça, on initie aussi un changement à Piloteam. On essaye de produire en ayant un impact positif sur notre environnement et sur l'épanouissement personnel de nos collaborateurs. On pense que l'éco-responsabilité, c'est prendre en compte son environnement, donc la nature, la consommation d'énergie, mais aussi les collaborateurs qui vont travailler avec nous. Et donc cette prise de conscience, elle a donné lieu à une stratégie en 3 axes qu'on s'efforce de mettre en place depuis plusieurs mois maintenant.
On va agir dans nos locaux en choisissant les courses qu'on va consommer, l'énergie, les fournisseurs d'énergie qu'on va utiliser, notre consommation en eau, le matériel qu'on utilise. Donc on repense vraiment notre manière de vivre à l'agence et de travailler, donc et nos équipements qui vont nous permettre de travailler. On change aussi notre manière de produire en changeant nos outils, en changeant nos méthodes justement pour les faire correspondre à des moyens de production et de conception plus éco-responsables. Et nous engageons aussi à l'extérieur où on soutient des causes, on soutient des causes locales, plus internationales. On a des projets justement d'aller mettre les mains vraiment plutôt dans la terre, de sortir un peu le nez de nos ordinateurs pour aller justement aider concrètement des personnes ou des causes qui nous tiennent à cœur. Et, euh, et on a aussi des projets d'utiliser des concepteurs de sites web, des personnes qui souhaitent mettre en place des solutions éco-responsables ou des projets qui sont bienveillants du coup pour la société, de pouvoir les aider d'une autre manière à l'agence. Vous pourrez donc aller voir sur notre page nos engagements si vous voulez en savoir un petit peu plus sur notre site. Vous retrouverez donc toutes les sources qui m'ont permis de constituer cette présentation ici. Et pour terminer, donc je peux me présenter rapidement. Donc je suis le directeur artistique de l'agence Pilotine. Pilotine, c'est une agence qui a 11 ans d'histoire. On est aujourd'hui 17 personnes dans l'équipage et non 2020, c'est quand même beaucoup, avec des développeurs, des designers, des personnes qui bossent en marketing. On a on est vraiment spécialisé dans la conception de sites en utilisant l'outil WordPress et on a une vision assez globale, 360 des projets, du début d'un projet à la conception, en intégrant toutes les démarches liées aux utilisateurs, et jusqu'à la production et la conception de sites en développement, aux stratégies marketing adjacentes à la gestion de votre projet. Et nous, particulièrement en design, on traite aussi de sujets comme donc tout ce qui est ergonomie, traitement de conception de shooting photo, réalisation de vidéo motion design, réalisation d'illustration. On a plein de compétences là-dedans. Pilotine, c'est aussi une des grosses synergies avec un média qui s'appelle Lyon Entreprise, qui a été racheté il y a quelques années par Pilotine. Et donc, on crée beaucoup de synergies avec ce média-là, qui est un média qui a une énorme visibilité régionale, avec plus de presque 2 millions de visiteurs par an et 3 500 000 pages vues, avec une newsletter qui comporte 60 000 abonnés presque. Donc, ce média-là nous permet de créer plein de synergies avec notre agence. Et si ça vous intéresse, je vous invite à nous contacter par la suite. Si vous souhaitez me poser d'autres questions ou échanger en privé avec moi, je vous invite à me contacter sur LinkedIn en cliquant sur ce lien ou en me cherchant à Julien Maurice Chevalier. Et si vous voulez retrouver tous les webinaires de Pilotine, vous pouvez aller voir sur notre chaîne YouTube. Voilà, il ne reste plus qu'à passer à la phase de conception. Je vais maintenant regarder vos commentaires pour lister un peu vos questions. Hop. Alors, il semble que j'ai été déconnecté. Alors, est-ce que je vais y arriver? Voilà, j'ai des messages qui commencent à 11h16. Donc on a Marion qui demande si on peut avoir le PPT pour rappel à la fin du webinaire. Aucun problème. Jason, est-ce qu'il est basé sur ces vidéos YouTube? Ce n'est pas juste déplacer le problème. C'est en effet déplacer le problème, mais ça permet justement d'avoir des chargements qui soient sur ces plateformes comme Vimeo et YouTube et qui soient plus optimisés plutôt que de les faire charger sur nos propres serveurs à nous. Donc en gros, on va consommer plus d'énergie à charger une vidéo qui va être sur notre site web. Elle va mettre beaucoup plus de temps à se charger, alors que sur YouTube, les chargements sont beaucoup plus réduits. Marie, Sandrine, Nico, ok, Lisa. Ok. Alors, d'autres questions. Alors, Pascal, du coup, tu montres que la page de EcoVert a un chargement très élevé. Ok, c'est étrange. J'avais vu que j'ai pas vérifié moi-même sur des éco-index. C'est bizarre. Sur le site de l'agence qu'il avait produite, justement, il mettait en avant les performances de cette page comme étant très réduites. Alors, du coup, je m'excuse pour pas avoir vérifié cette information-là. En effet, c'est quand même assez, assez important. 22 MO pour une page. Donc, je vais les regarder. Ça me paraît énorme.
Ok, Margot, est-ce plus green d'héberger sur son site? Là, je galère vraiment avec l'outil là. Est-ce plus green d'héberger son site sur son propre serveur si on a un fournisseur d'énergie verte ou bien de passer par un hébergeur qui se prétend green? Là, je ne pourrais pas répondre à votre question, je suis pas assez techniquement avancé. Euh, Héberger son site sur son propre serveur si vous avez un fournisseur d'énergie verte, ça doit revenir au même de passer par un hébergeur qui lui aussi est green. Mais, euh, mais du coup, ça dépend de plein de paramètres, ça dépend de votre fournisseur et de celui de l'hébergeur que vous pouvez choisir. Je pense pas qu'il y ait une réponse générale à vous donner à ce moment-là. Est-ce que le choix de son navigateur a un réel impact sur sa consommation énergétique de l'appareil? Euh, alors, le choix du navigateur, c'est le navigateur qui va faire consommer plus ou moins d'énergie à l'appareil, justement. Et Google Chrome fait consommer beaucoup de mémoire vive à votre ordinateur, alors que les navigateurs comme Firefox ou Internet Explorer vont être moins gourmands en énergie. Pour l'heure, comment réduire son impact avec l'envoi de newsletters via notre site? Alors, pour l'envoi de newsletter, je ne sais pas comment vous pouvez réduire votre impact d'un point de vue technique, d'un point de vue graphique et design. L'idée, c'est de mettre le minimum de photos, d'avoir des newsletters qui soient très légères, avec pas mal de texte, et plutôt des liens qui renvoient vers des pages, plutôt que de vouloir tout mettre directement sur cette newsletter. C'est aussi une bonne pratique ergonomique où justement, vous allez avoir une newsletter qui va être plus digeste pour vos utilisateurs. Et un exemple de fonctionnalité non essentielle, bah là, ça dépend vraiment de votre projet. J'ai pas d'exemple comme ça, mais si vous avez, par exemple, un projet comme vous voulez refaire Livestorm, vous avez peut-être une fonctionnalité que vous allez penser, à laquelle vous allez penser. Vous allez dire, ce serait cool que on puisse cliquer directement sur un bouton pour envoyer un espèce de POC à la personne qui est en train de présenter pour que son message s'affiche directement en gros sur la présentation. Ça pourrait être un exemple d'une fonctionnalité qui pourrait être assez gourmande en énergie, mais qui au final ne servira à rien puisque vous n'avez pas besoin de m'envoyer des fonctionnalités directement lorsque je présente. Donc la non-essentialité d'une fonctionnalité dépend vraiment là de votre projet. Pascal, quid de l'utilisation d'outils collaboratifs type Google Suite, Rag, Basecamp sur le coût énergétique de la production d'un site web? Alors, les outils collaboratifs, comme tout ce qui est type Google Suite, vont avoir un impact qui va être dissocié de la conception du site web. Ce sont des outils qui permettent de concevoir des sites web plus éco-responsables ou de réfléchir à des outils de brainstorming ou d'échange, de partage de documents. Je pense pas que ce soit qu'on puisse les intégrer vraiment dans les coûts de la production d'un site web. Ça, à l'échelle d'une agence, oui, en fait, ça fait partie du coût de la production. Il faudrait qu'on puisse calculer combien est-ce qu'on a de documents associés à chaque site pour éviter de limiter de produire des documents en masse pour chaque site. Donc, je pense que l'utilisation d'outils collaboratifs doit se faire de manière raisonnée et pour justement réfléchir à comment créer son site le plus minimalisme possible et le plus responsable possible. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Paul dit qu'il est pour l'utilisation de Google Suite avec lien de partage pour éviter la surcharge de documents dans les boîtes mail et donc des serveurs. Oui, c'est vrai qu'on peut utiliser notamment Slack qui consomme aussi de l'énergie mais qui évite l'envoi de mails intempestifs. L'outil Trello, je ne sais pas combien il consomme, il faudrait aller vérifier directement. Sur WordPress, comment passer en mode lazy loading, une extension. Vous pouvez avoir des extensions qui vous permettent de faire du lazy loading. Vous pouvez avoir, si vous utilisez des thèmes, dans les thèmes, vous avez certains thèmes vous proposent ça de manière native. Certains thèmes vous proposent d'implémenter des page builders, des constructeurs de pages comme WP Bakery Page Builder ou celui d'Envato. Et lorsque vous construisez votre site avec ces page builders-là, vous pouvez choisir d'avoir du lazy loading sur l'affichage de vos contenus. Donc, si vous utilisez un page builder, vous pouvez vous servir de ces fonctionnalités natives. Si vous utilisez un thème, il faut que ce thème-là vous le permette. Je ne sais pas s'il y a une extension qui le permet. Ça dépend là encore de votre site. Est-ce qu'un site conçu avec un CMS consomme moins qu'un site from scratch? Pas forcément. Le CMS, il vient s'ajouter au site web pour faciliter son utilisation et faciliter son administration. Lorsqu'on fait un site from scratch, on peut vraiment faire un site qui consomme très peu puisqu'il n'y a pas toute cette partie de back-office à charger. Donc un site sans CMS peut en fait
produire, enfin consommer beaucoup moins d'énergie qu'un site avec CMS à contenu égal. Et des CMS qui sont spécialisés dans la conception de sites éco-friendly, notamment Kirby, que je peux vous noter ici, si ça vous intéresse d'aller voir. Mais on peut aussi, avec WordPress, on va dire avec des extensions, réduire justement l'impact l'impact énergétique de son site web. On n'a pas tout à fait étudié les CMS comme Kirby ou Translucid que je ne connaissais pas, mais ça ne saurait tarder. Pour l'instant, nous, comme on est spécialisé sur WordPress, on s'efforce justement de faire en sorte que nos sites soient les plus éco-responsables en utilisant WordPress, qui permet tout de même une meilleure implémentation de fonctionnalités et une plus grande puissance que des CMS comme Kirby. On les a pas étudiés en profondeur, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on voit les choses pour l'instant. Question provocante, est-ce qu'un site Wix est meilleur en éco-responsable que WordPress? Et sinon, pourquoi? On n'a aucune idée. Je pense que l'éco-responsabilité d'un site dépend de son CMS. C'est sûr, est-ce que Wix est plus consommateur d'énergie que WordPress? J'en ai aucune idée, mais ça va surtout dépendre du contenu que vous allez ajouter dessus, des photos, du nombre de pages. Et entre Wix et WordPress, je sais pas, je saurais pas du tout vous répondre. C'est vrai que Wix a peut-être un code un peu plus sale que WordPress, mais là, techniquement, je peux pas vous donner de réponse directement. Si vous avez d'autres questions, et si vous voulez vraiment en savoir plus là-dessus, je vous invite à aller voir vraiment les conférences de Gauthier ou son site web, qui sont vraiment qui vous donnent pas mal de bonnes idées et qui vont encore plus loin dans la conception de sites. Auriez-vous un comparatif entre Elementor, Bakery, Divi? On n'a pas fait de comparatif sur ces éléments-là, simplement parce que nous, on s'en sert pas vraiment en tant qu'agence web, on a notre propre constructeur. Et ça pourrait être intéressant de savoir lesquels sont les plus consommateurs d'énergie ou les plus éco-responsables. Après, je pense que le comparatif doit aussi se faire sur les fonctionnalités qui vont vous permettre d'avoir. À titre personnel, Elementor et WP Bakery pour les avoir utilisés, sont assez similaires. Ça dépend après du thème que vous prenez pour les employés. Et Divi jamais utilisé. Alors, la page découverte, celle-ci qui faisait 22 MO. Ouais, parce qu'elle contient une vidéo. On va toujours vérifier les informations qu'on vous donne, notamment quand ce sont les agences qui disent qu'elles ont réalisé des sites éco-responsables, alors qu'en fait, ils ne le sont pas tellement. Merci d'avoir vérifié ça pour moi. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais maintenant terminer la présentation. Je vous laisse, vous retrouverez donc mon LinkedIn dans la présentation. Tous ceux qui se sont inscrits recevront donc un exemplaire du slide. Vous pourrez retrouver toutes les informations. Et je vous souhaite une très bonne journée. J'attends que les dernières personnes finissent d'écrire un message. Merci à toi Sandrine d'être venue y assister. Merci à tous. Ouais, c'est vrai que ça vous demande après pas mal de travail pour repenser votre site avec ces problématiques-là en tête. Aucun problème, Corinne. Bonne journée à tous.